Après avoir exploré les destins tragiques des plus grandes légendes d'Hollywood, découvrons maintenant une autre histoire d'amour bouleversante, qui a marqué l'industrie du divertissement. Nous avons eu la chirurgie. Il est entré dans la salle de réveil et j'ai regardé son visage. Il était le héros d'action avec un cœur. Elle était la star de la mélodie du bonheur, qui a sauvé un enfant qui se noyait devant les caméras. Ensemble, Robert Urich et Heather Menzies étaient l'histoire d'amour la plus sous-estimée d'Hollywood. Mais personne ne parle de comment cela s'est terminé. Le cancer qui a déchiré leur monde, les tragédies consécutives, la mort qui s'est produite exactement 15 ans plus tard. Au même moment, à la minute près, ce n'était pas que des coïncidences. Ce qui est vraiment arrivé à Robert et Heather est presque trop cruel pour y croire. On disait que Robert Urich avait eu le plus d'émissions de télévision de tous les acteurs principaux de l'histoire, 15 séries différentes. Cela seul en ferait une légende, mais son histoire n'était pas seulement une question de quantité, c'était sa façon de continuer à surprendre les gens, passant d'une star d'action à un acteur dramatique, puis à un chanteur de Broadway, et même à un présentateur de documentaires respecté. La plupart des acteurs se retrouvent enfermés dans un rôle. Robert a brisé tous les moules. Il a commencé comme joueur de football de l'Ohio. Pas de relation fancy, juste du talent, du charme et un ami important, Burt Reynolds. Burt croyait en lui dès le début et l'a aidé à décrocher sa première grande chance. Cette chance est venue avec S. W. A. W. T. A. En 1975, Robert jouait l'officier Jim Street. Un flic dur mais sympathique. L'émission n'a pas duré longtemps. Elle a été annulée en 1966 pour être trop violente, mais elle a mis son visage dans des millions de foyers. Soudain, il n'était plus juste un gars avec du potentiel. Il était une star en devenir, puis est venu Vega. De 1978 à 1981, Robert jouait Dan Tanner, un détective privé cool à Las Vegas. Ce n'était pas juste un succès, c'était un moment culturel. Il conduisait une Ford Thunderbird rouge de 1957 dans les rues néons, résolvant des crimes avec un sourire narquois et un costume. Cette voiture, d'ailleurs, remplaçait une Corvette jaune qui avait brûlé dans le pilote. Cette T-Bird rouge est devenue iconique, tout comme Robert. Le rôle lui a valu 2 nominations aux Golden Globes. Plus important encore, cela a fait de lui un symbole. Élégant. Intelligent. Et lisse. Pendant un moment, il était le visage du drame de prime time, mais Urich ne s'est pas arrêté là. Au cours des 3 décennies suivantes, il a dominé la télévision d'une façon que peu d'autres ont jamais fait. 15 rôles principaux, tous les genres. Il a fait de la comédie dans Soap, où il jouait un pro de tennis naïf. Il s'est attaqué à l'espionnage dans Gavilan. Il a même mené un western, The Lazarus Man, au milieu des années 90, de 1973 à 2001. Il était à l'écran presque sans arrêt. Et il ne faisait pas que se reposer sur ses lauriers, il continuait à prendre des risques, à changer de vitesse, à essayer de nouvelles choses. Il ne se contentait pas d'être une star d'un seul registre, il voulait tout faire. Puis est venu Spencer. For Hire. Ce n'était pas juste une autre émission de détective, elle a duré de 1985 à 1988 et a rapporté environ 50 millions de dollars à l'État du Massachusetts. C'est ce qu'il a coûté pour tourner sur place à Boston. Ce qui a donné à l'émission son sentiment gritty et authentique. Les hivers étaient brutaux, les budgets serrés. Mais Robert a fait que ça marche. Sa chimie avec sa co-star Avery Brooks, qui jouait le dur et mystérieux Hawk, était électrique. L'émission ne parlait pas de poursuites en voiture et de fusillade, elle parlait de caractère, de justice, de faire la bonne chose même quand ça fait mal. Et les fans l'adoraient. Il est revenu plus tard comme Spencer dans 4 téléfilms, prouvant que le personnage et Robert avaient une puissance durable, mais juste quand les gens pensaient l'avoir cerné, il a fait quelque chose que personne n'attendait. Il est devenu le visage de National Geographic Explorer de 1988 à 1995. Il a animé l'émission alors qu'elle naviguait entre TBS, CNBC et MSNBC. Sa voix est devenue le son de l'émerveillement, expliquant les mystères des profondeurs marines
et les civilisations anciennes. Il ne faisait pas que lire un script, il le pensait vraiment. C'est pourquoi il a gagné un Cable Ace Award en 1993 et un Emmy en 1992 pour avoir narré Submarine, Terror on Our Shores, des U-Boat. Il a aussi animé On Assignment et gagné un autre Cable Ace pour cela. Ce n'étaient pas des boulots jetables. C'était des émissions sérieuses et respectées. Et Robert a prouvé qu'il avait la gamme, il aurait pu s'arrêter là et être quand même entré dans l'histoire comme une légende. Mais il y avait encore un acte en 2000. Tout en combattant un sarcome synovial, un cancer rare et agressif qu'il combattait depuis 1986. Robert a fait ses débuts à Broadway. Il a joué Billy Flynn dans Chicago du 5 janvier au 13 février. Il avait déjà fait le rôle en tournée dans des villes comme Detroit et Washington, D.C., mais c'était la grande scène. C'était le théâtre Schubert. Et il l'a cloué. Les audiences étaient choquées, non seulement par sa performance, mais par le fait qu'il pouvait chanter, vraiment chanter, et il y avait autre chose. Comme sa femme l'a dit plus tard, il y avait une étincelle dans ses yeux quand il est sorti sur scène. Même avec la chimio et l'épuisement, il illuminait la pièce. Heather Menzies est née à Toronto le 3 décembre 1949 de parents écossais qui avaient fui les ruines de la Grande-Bretagne d'après-guerre. Son père était un artiste en difficulté, cherchant un nouveau départ, mais ce qu'ils ont trouvé au Canada, c'était des difficultés. Ils étaient fauchés, déplacés, et s'accrochaient à l'espoir. Cette vie difficile d'immigrant a donné à Heather quelque chose qu'Hollywood ne pouvait pas enseigner, du cran. À 14 Hands, Heather avait déjà vécu dans 4 villes de 2 pays, Vancouver, Miami, Londres et le sud de la Californie. Chaque fois que la carrière artistique de son père échouait, la famille faisait ses bagages et déménageait encore. Heather devait apprendre de nouveaux accents, de nouveaux systèmes scolaires, et comment se faire des amis rapidement. C'était épuisant, mais toute cette instabilité l'a rendue adaptable. Elle était déjà habituée à se réinventer, quelque chose qui lui serait utile plus tard. Puis, à seulement 14 ans, sans aucune expérience d'actrice, Heather est entrée dans un casting qui allait changer sa vie. Des centaines de filles ont auditionné pour La Mélodie du Bonheur. La plupart avaient des CV, des agents et des années de formation. Heather n'avait rien qu'un épisode de télé oublié à son actif. Mais elle avait autre chose. Elle était authentique, Sun Charm, Natural Resorted, et Comcha. Elle a été choisie pour jouer Louisa Von Trapp. Le tournage n'était pas que glamour et chant dans les Alpes. Un moment terrifiant a failli transformer le film en tragédie. Pendant la scène de barque, le bateau a chaviré. La co-star de 5 ans d'Heather, Kim Carruth, qui jouait la petite Gretel, ne savait pas nager. Elle a coulé 2 fois. Les caméras tournaient, Julie Andrews est tombée du mauvais côté. Les membres de l'équipe se sont figés, mais pas Heather. Elle a nagé directement vers Kim, l'a remontée, et lui a sauvé la vie. Kim a avalé tellement d'eau qu'elle est tombée malade, et a développé plus tard une peur de l'eau qui a duré toute sa vie. Mais la scène est restée dans le film, et ce que vous voyez à l'écran est réel. Heather sauvant sa partenaire. Quand La Mélodie du Bonheur est arrivée dans les cinémas le 2 mars 1965, ça a explosé. Le film a gagné 5 Oscars et est devenu le film le plus rentable de tous les temps en 1966. Il a rapporté 286 millions de dollars dans le monde et vendu 283 millions de billets. Il a dominé le box-office dans 29 pays. Et Comcha. Heather Menzies. Autrefois, la fille silencieuse d'une famille d'immigrants, était célèbre partout. Elle n'avait que 15 ans. Mais Heather ne voulait pas être figée dans le temps comme la douce petite Louisa. Alors, en 1973, elle a fait quelque chose de drastique. Elle a posé nue pour Playboy dans un reportage intitulé « Tender Trap ». Le nom était un clin d'œil coquin à son passé de La Mélodie du Bonheur, mais le message était clair. Elle n'était plus une enfant, ça a choqué le public. Seulement 8 ans plus tôt, elle avait été l'adolescente innocente dans un film familial, Maintenance. Elle prenait le contrôle de son image. Même si cela signifiait bouleverser les fans qui la voyaient encore comme Louisa, cette même année, elle a joué dans l'un des films d'horreur les plus étranges de la décennie. Elle jouait Christina.
la fille d'un scientifique fou transformant les gens en serpents. C'était bizarre, à petit budget et plein de vrais serpents, mais Heather n'a pas bronché. Les critiques l'ont appelée douce et attachante. Même dans un rôle si bizarre, elle essayait de percer, pas de disparaître. En 1977, elle a décroché un rôle majeur à la télé dans Logan's Run, jouant Jessica 6 dans un monde de science-fiction où les gens étaient traqués à 30 ans. L'émission a été de courte durée. Seulement 14 épisodes, mais le costume révélateur de Heather et son personnage rebelle l'ont fait ressortir à un moment. Les dirigeants de CBS ont paniqué, disant qu'elle avait l'air trop risquée pour une émission pour enfants. Son costume a dû être redessiné avec des collants et des sous-vêtements roses, mais Heather est restée ferme. C'était qui elle était maintenant. En 1978, elle a fait son mouvement de carrière le plus réussi, jouant dans Piranha. Un succès d'horreur culte produit par la légende du film B. Roger Corman. Le budget était d'un peu plus de 700 $. Mais le film a rapporté 6 millions. Même Steven Spielberg l'a loué. Et un procès d'Universal a été discrètement abandonné. Heather jouait Maggie McEwen, une traqueuse de débiteurs gutsy qui menait l'action. Elle a tenu tête à un casting de réguliers de l'horreur et sa performance a aidé à faire de Piranha un classique. Robert Urich et Heather Menzies se sont rencontrés en prétendant être mariés dans une publicité de conserve de hachis, Chasson idiot. Non. Mais ce moment sur le plateau en 1974 a changé leurs deux vies pour toujours. Heather Menzies avait 25 ans, fraîchement divorcée, et essayant de dépasser un jeune mariage qui n'avait pas marché. Robert Urich avait 28 ans, informé, charmant, et juste en train de prendre feu à Hollywood. Il tournait une simple publicité. Libby's jouant un couple marié, et quelque chose a juste cliqué. Ce n'était pas juste du jeu d'acteur. La connexion semblait réelle, si réelle que même, quand les caméras ont arrêté de tourner, le sentiment ne s'est pas arrêté. Cette journée, prétendant être amoureux, s'est rapidement transformée en quelque chose de beaucoup plus profond. Ce n'était pas juste un boulot. C'était le début d'une histoire d'amour qui durerait 27 ans. Robert n'était pas non plus un acteur en difficulté. Il était juste au bord de la célébrité seulement un an plus tard. En 1975, S.W. End of Trial. T. a frappé les écrans de télévision à travers l'Amérique et l'a transformé en nom familier. Il jouait l'officier Jim Street, le dur au grand cœur, et les fans l'adoraient. Mais ça ne s'est pas produit par accident. Robert avait travaillé dur pour transformer son image, passant de 180 à 220 livres de muscles solides juste pour correspondre au moule du héros d'action. Il avait le look, le charisme et les bons amis. L'un d'eux, Burt Reynolds, l'a même aidé à avoir sa grande chance. Reynolds a convaincu le producteur Aaron Spelling de donner une chance à Robert. Une audition plus tard, Spelling était vendu. Comcha. Robert Urich était en route. Heather, pendant ce temps, traversait son propre tournant. Elle avait été célèbre une fois, vraiment célèbre. À seulement 15 ans, elle avait joué Louisa Von Trapp dans La Mélodie du Bonheur, l'un des films les plus iconiques de tous les temps. Mais la célébrité d'enfant ne dure pas éternellement. Au moment où elle a rencontré Robert, elle essayait de faire le saut difficile d'enfant star à actrice sérieuse. Elle guérissait aussi d'un mariage de 4 ans, qui avait commencé quand elle n'avait que 20 ans. Ed Robert. Il avait aussi été marié une fois avant à une amoureuse de l'université nommée Barbara Rooker. Ce mariage s'était terminé tranquillement, mais ça l'avait rendu prudent. C'est pourquoi c'était si surprenant. Être même téméraire, quand juste plus d'1 an après avoir rencontré Heather, il l'a épousée. Ils se sont mariés le 20. Et en novembre 1975, Rapide. Absolument. Mais tous ceux qui les connaissaient disaient la même chose. Ça semblait être juste. Robert a dit à ses amis qu'il savait qu'Heather était la bonne seulement quelques semaines après l'avoir rencontrée. Et ce n'était pas du baratin d'Hollywood, c'était réel. Leur romance a brûlé vite, mais ce n'était pas une aventure. C'était le genre de connexion qui ne vient pas souvent, surtout dans le show business. Ensemble, ils sont devenus quelque chose de rare, un vrai couple puissant d'Hollywood sans besoin de drame. Heather avait son héritage cinématographique. Robert devenait la royauté de la télé.
En 1978, il a décroché le rôle principal dans Vega, un drame policier stylé qui a duré 3 ans et lui a valu 2 nominations aux Golden Globes. C'est alors qu'ils sont vraiment devenus des noms familiers, pas seulement séparément, mais ensemble. Les photographes les adoraient. Les couvertures de magazines ont suivi. Mais ce n'était pas juste parce qu'ils avaient l'air bien ensemble. C'était la façon dont ils se regardaient. Ils ne vendaient pas une marque, ils étaient juste amoureux. Et Robert n'était pas timide pour le montrer dès le début. Il s'est efforcé d'amener Heather dans son monde. Elle est apparue dans 3 épisodes de Vega. Plus tard, il lui a obtenu un rôle dans Spencer, For Hire. Mais ce n'était pas juste pour lui donner des rôles, c'était pour partager sa vie. Son succès était leur succès. Et quand Heather a décidé de ralentir sa carrière d'actrice pour se concentrer sur la famille, Robert l'a soutenue complètement. Ce genre de soutien était presque inouï dans une industrie où l'ego gagne habituellement. En 1975, juste après s'être mariés, Heather a découvert qu'elle était enceinte. Elle et Robert n'essayaient même pas, et la nouvelle les a remplis de joie. « Nous étions aux anges », a dit Heather plus tard, mais leur excitation n'a pas duré, elle a perdu le bébé. Le chagrin était accablant, et ça ne s'est pas arrêté là. Heather a fait une fausse couche, encore, puis encore, 3 grossesses, 3 pertes, l'une après l'autre. Chacune les déchirait un peu plus. Ce qui avait commencé comme de l'espoir s'est rapidement transformé en un modèle de deuil. Les amis ont commencé à s'inquiéter que le couple ne survive pas au péage émotionnel. Et tout cela se passait en même temps que leurs 2 carrières décollaient. Ils vivaient sous les lumières d'Hollywood. Mais derrière les scènes, leur monde s'effondrait. Après la 3e fausse couche, quelque chose devait changer. Robert et Heather ont pris une décision difficile, l'adoption. Ce n'était pas une solution rapide. Ils ont été mis sur une liste d'attente et ont dû passer par un long processus, mais finalement, ils ont accueilli leur premier enfant, Ryan. En 1978, puis est venue Emily en 1980 et beaucoup plus tard Allison en 1998, une période de 20 ans. Ce n'était pas par accident. Il voulait donner à chaque enfant toute l'attention qu'il méritait. Ryan est devenu médecin spécialisé dans les maladies infectieuses. Il a dit une fois, « Je suis entré en médecine parce que je ne pouvais pas aider mon père médicalement, mais être que je peux aider quelqu'un d'autre. » Emily est devenue infirmière et travaille maintenant dans un service d'urgence en Ontario. Chacun de leurs enfants a trouvé un chemin dans la guérison. Être parce qu'ils avaient regardé leur père se battre si dur pour rester en vie. Heather a fait son propre genre de sacrifice. Elle avait été une étoile montante. Louisa dans La Mélodie du Bonheur. Jessica 6 dans Logan's Run. Elle était occupée, connue et réservée. Mais quand ils ont adopté, elle s'est retirée. Hollywood ne s'attendait pas à ce que les femmes s'en aillent comme ça, mais elle l'a fait. Après 1979, elle n'est apparue que dans quelques rôles, quelques épisodes dans Vega, un rôle d'invité dans T. J. Hooker, un film appelé Endangered Species. Et puis surtout rien. Elle a tout abandonné pour donner à ses enfants un foyer stable. Robert aussi a brisé le moule. Il n'était pas le genre de père qui laisse les nounous élever ses enfants pendant qu'il reste sur le plateau. Même s'il était l'un des acteurs les plus occupés de la télé avec 15 émissions sur une carrière de 30 ans, il s'assurait d'être là. Sir Spencer, For Hire. Il avait une clause dans son contrat qui lui permettait de voler d'un bout à l'autre du pays chaque fois qu'Emily avait des rendez-vous médicaux. C'était rare, presque inouï dans les années 1980. Sa parentalité n'était pas juste de se présenter, c'était de connecter. Quand Ryan se comportait mal, Robert ne criait pas. Il s'asseyait par terre avec lui, les yeux dans les yeux, et demandait ce qui se passait. Il voulait comprendre et pas punir. Et même dans ses derniers jours, quand le cancer avait drainé presque toute sa force, Robert se mettait encore par terre pour jouer avec sa plus jeune Allison. Juste 2 jours avant sa mort, mais tout a changé en août 1986. Robert est allé pour un examen de routine, mais les médecins ont trouvé quelque chose, c'était un sarcome synovial, un cancer rare et agressif qui affecte les tissus mous autour des articulations. C'est plus courant chez les gens de moins de 30 ans. Robert avait 49 ans. Le cancer était dans son aine,
le traitement serait brutal, chimio, radiation, et chirurgies, multiples, et le timing ne pouvait pas être pire. Il venait juste de lancer une nouvelle série, The Lazarus Man, et était dans la meilleure forme de sa vie. Le diagnostic a frappé Hollywood dur. L'émission marchait bien, et une deuxième saison était déjà en préparation, mais en quelques semaines de la nouvelle, Castle Rock Entertainment a tiré la prise. La décision a aveuglé tout le monde. Seulement 20 des 22 épisodes avaient été diffusés, 2 épisodes finis ont été laissés sur l'étagère. TNT avait déjà accepté de renouveler l'émission, ce qui rendait l'annulation encore plus choquante. En juillet 1986, les médecins ont commencé la chimio et la radiation qui ont traîné pendant 6 mois brutaux. Il se présentait à l'hôpital chaque matin à 5h45 où il pompait sa poitrine pleine de potassium, bicarbonate et médicaments antinausées. Avant que la vraie punition commence, la chimiothérapie durait 4 heures par jour pendant des cycles de 9 jours. Après le 6e jour, Robert a dit que ça semblait comme si des produits chimiques de piscine brûlaient dans ses veines. Il essayait de se distraire, mais il n'y avait pas d'échappée à la nausée et à la douleur. La radiation était encore plus intense. Ils utilisaient des modèles de plomb pour viser des dizaines de millions de rad, des milliers de fois plus forts qu'une radiographie normale, au cancer dans son aine, essayant de ne pas détruire tout le reste. En février 1997, il avait perdu tous ses cheveux. Il pouvait à peine respirer, et la maladie ne le quittait jamais. Il ne combattait pas juste le cancer. Il combattait pour survivre au remède, puis quelque chose de miraculeux s'est produit. En octobre 1997, les chirurgiens sont entrés pour enlever ce qui restait de la tumeur, mais quand ils l'ont ouvert, il n'y avait rien. Pas de tumeur, pas de cancer, même pas de tissu mort. C'était comme si la maladie n'avait jamais été là. Robert était stupéfait. Il a dit « J'ai commencé à me demander si je l'avais jamais eu. Les médecins lui ont donné 5% de chance de rechute. Pour la première fois en année, il y avait un vrai espoir. » En 1998, Robert a été déclaré sans cancer. Il est devenu le porte-parole national de l'American Cancer Society. Il a dit au monde « Ça fait partie de mon accord que j'ai fait avec Dieu pour répandre le mot que c'est survivable. » Il a recommencé à travailler. Il a rejoint le casting de Love Boat, The Next Wave. Et 2 ans plus tard, il a accompli un rêve, performant à Broadway comme Billy Flynn dans Chicago. On avait l'impression que le cauchemar était finalement fini. Robert et sa femme Heather croyaient qu'ils avaient battu les chances. Avec un taux de guérison de 95% promis par les médecins, ils ont commencé à planifier leur avenir. Il a donné tous ses $125,000 de gains de Who Wants to be a Millionaire à la recherche sur le cancer. Lui et Heather ont lancé le Urich Fund pour soutenir les études de sarcome à l'Université du Michigan. Il a voyagé à travers le pays disant aux gens de se faire dépister tôt. Il a même commencé à écrire ses mémoires An Extraordinary Life. Pour une fois, il semblait que l'histoire pourrait finir en triomphe, mais ça ne s'est pas passé comme ça. En novembre 2001, le cancer est revenu. De nouvelles masses sont apparues. Au début, les médecins pensaient qu'un nouveau médicament pourrait s'en occuper, mais ils avaient tort. Cette fois, la maladie était plus rapide, plus forte et bien plus agressive. La tumeur originale avait été locale, celle-ci s'était répandue partout. Il n'y avait pas de chirurgie, pas de remède, plus de chance. Robert finissait juste de travailler sur sa dernière émission, la sitcom NBC Emeril. Sa carrière d'acteur s'est terminée alors que la maladie commençait son assaut final. Lui et Heather avaient cru qu'ils étaient tirés d'affaire. Ils avaient reconstruit leur vie, et maintenant tout se défaisait encore, seulement cette fois. Ils savaient comment l'histoire finirait le 6 avril 2002, à 19:02. Robert Urich a pris son dernier souffle au Los Robles Regional Medical Center en Californie. Il avait 55 ans. Heather et leurs 3 enfants adoptés, Ryan, 24 ans, Emily, 22 ans, et Allison, seulement 4 ans, étaient à ses côtés. Il n'avait été hospitalisé que quelques jours plus tôt avec des problèmes respiratoires. Même dans ces dernières semaines, il avait travaillé sur ses mémoires, essayant encore de laisser quelque chose derrière lui. La nuit avant sa mort, son dernier téléfilm,
Night of the Wolf avait été diffusé à la télévision nationale. Heather avait 52 ans quand elle est devenue veuve. Ils avaient été mariés pendant 27 ans. Elle était restée à ses côtés à travers chaque chirurgie, chaque cycle de chimio, chaque moment de peur. Ils avaient perdu des enfants par fausse couche. Ils avaient construit une famille par adoption et maintenant elle devait affronter le monde seule. Son deuil était énorme, mais sa force aussi, 3 jours plus tard. Près de 0 personnes sont venues à l'église St. Charles Borromeo à North Hollywood pour dire au revoir. Des stars comme Tony Danza, Gavin MacLeod et Tom Selleck sont venus rendre hommage. Selleck a dit aux journalistes « C'est triste à cause de qui Bob est et était. C'est la vraie amitié qui fait sortir ce genre de personnes. » Une photo en noir et blanc de Robert se tenait dehors, entouré de fleurs. L'homme qui avait autrefois détenu le record mondial d'avoir joué dans 15 séries télévisées était parti, mais personne ne l'oubliait. Heather ne s'est pas arrêtée. Même avant la mort de Robert, ils avaient commencé un fonds ensemble. Mais maintenant, elle l'a transformé en quelque chose de plus grand. Elle a fondé la Robert Urich Foundation. Elle voulait une approche plus pratique, plus d'événements, plus de sensibilisation, plus d'argent pour la recherche. Diriger la fondation me donne de l'énergie, a-t-elle dit. C'est beaucoup comme chaque jour précieux que j'ai passé avec Robert. Elle a élevé leurs enfants, elle a continué à travailler, elle a transformé sa douleur en but. En novembre 2017, Heather Menzies Urich, qui avait autrefois dansé à travers les écrans comme Louisa Von Trapp dans La Mélodie du Bonheur, a appris qu'elle avait un glioblastome multiforme, l'un des cancers du cerveau les plus agressifs et mortels connus de la médecine. Elle avait 68 ans. Et la partie la plus cruelle, cela s'est produit exactement 15 ans après que le cancer ait pris son mari, l'acteur Robert Urich. En 2002, pendant la dernière décennie et demie, Heather s'était dédiée à combattre le cancer. Elle travaillait à travers la Robert Urich Foundation, levant de l'argent, aidant les patients, faisant tout ce qu'elle pouvait pour empêcher d'autres familles de souffrir comme la sienne avait souffert. Mais maintenant, c'était son tour. La maladie qu'elle combattait était venue pour elle. Le diagnostic est arrivé seulement 4 semaines avant sa mort. Il n'y avait pas de temps pour se préparer. Pas de temps pour de longs adieux. Robert avait combattu le cancer pendant 6 ans. Son combat leur avait donné de l'espoir, ça leur avait donné du temps. Le déclin d'Heather était l'opposé. Le glioblastome n'atteint pas. Il se répand vite et prend plus vite. Son fils, Ryan Urich, a dit aux journalistes que sa santé s'est effondrée presque immédiatement après le diagnostic. Il n'y avait pas de fenêtre pour le traitement, pas d'essai clinique de dernière minute, et pas de chance d'organiser le genre de soutien qu'elle avait passé sa vie à donner aux autres. Pour ceux qui la connaissaient, c'était particulièrement difficile à regarder. Heather n'était pas juste une actrice, elle était une ballerine, une mère, une femme qui se jetait dans chaque moment de la vie, mais en juste quelques jours, ça va existe un dossier. Son énergie s'est estompée et elle s'est éteinte. Les amis à Hollywood, dont certains la connaissaient depuis des décennies, ont à peine eu la chance de dire « au revoir ». Elle est morte la veille de Noël, le 24 décembre 2017, à exactement 19h22. Elle était à la maison familiale à Frankfort, Ontario, entourée de ses 3 enfants. Ryan a dit plus tard qu'elle n'était pas dans la douleur. Après presque 4 semaines de combattre l'inévitable, elle en avait simplement eu assez. Le cadre semblait à la fois paisible et symbolique. La veille de Noël est un moment pour la famille, pour la chaleur, pour s'accrocher à l'espoir. Mais dans leur cas, c'est devenu le moment où ils l'ont perdu pour toujours. C'était un écho troublant du passage de Robert. Il était mort le 6 avril 2002. Heather est partie exactement 15 ans et 8 mois plus tard. La symétrie de leur perte n'est pas passée inaperçue. Et il y avait plus de douleur qui attendait. Juste plus d'1 an plus tôt, en septembre 2016, la famille de La Mélodie du Bonheur avait perdu un autre membre, Harmian Carr, qui jouait Liesl. Maintenant, une autre sœur Von Trapp était partie. Les fans du film avaient le cœur brisé. La petite fille qui avait autrefois chanté So Long, Farewell avait pris son dernier salut. La déclaration de Ryan était brute et profondément personnelle. Il n'a pas juste annoncé sa mort, il a partagé exactement ce qui s'est passé. Jusqu'à l'heure, il a dit que sa mère n'était dans aucune douleur.
Mais après avoir vécu la vie avec tant d'énergie et de passion, elle savait quand il était temps de lâcher prise. Elle a fait ce choix. Elle a pris son dernier souffle, pas dans la peur ou la lutte, mais avec dignité. Ryan s'est aussi assuré que les gens se souviennent de qui elle était vraiment. Pas juste Louisa von Trapp. Elle avait été une danseuse, une actrice, une combattante, quelqu'un qui avait choisi de passer ses années à aider les autres, et même à la fin, elle n'a jamais perdu cette grâce. Voilà l'histoire complète de Robert Urich et Heather Menzies, un amour qui a transcendé Hollywood, survécu au cancer une première fois, mais qui a finalement été séparé par la même maladie cruelle, exactement 15 ans plus tard. À la minute près, une coïncidence trop troublante pour être le hasard,